Je m'appelle Camille Laurent. J'y ai 30 ans. Et le soir où mon père a fait de moi la risée de Facebook, je me tenais dans ma chambre, une main sur une valise à moitié fermée et l'autre serrant mon téléphone si fort que mes jointures en blanchissaient. Sa publication a été mise en ligne à 20h14. La sangsue de 30 ans a enfin débarrassé le plancher. Fini de lui préparer ses repas. À 20h20, la publication avait explosé. Plus des 1 millier de likes, des réactions hilares de voisins que je connaissais depuis le collège. Un commentaire rappelait comment j'y avais pleuré à 25 ans quand le MCDO du coin n'avait pas voulu m'embaucher. Il y avait un montage photo avant-après de ma chambre, montrant l'espace une fois qu'ils avaient tout arraché, avec une légende expliquant qu'ils allaient transformer ma porcherie en une vraie pièce pour adultes. Mon frère a tagué ses potes et a écrit « Attention, voilà votre avenir si vous sortez avec un boulet ». 32 commentaires, chacun des entre eux essayant de me rabaisser pour me faire entrer dans la case de la ratée qu'ils vendaient à tout le monde depuis des années. J'y ai lu chaque commentaire lentement, puis j'y ai fait quelque chose qui les a tous déconcertés par la suite. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré dans les commentaires. Je ne les ai pas suppliés de supprimer la publication. J'y ai fait des captures des écrans de chaque post, chaque légende, chaque tag, chaque emoji qui pleure de rire. Ensuite, j'y ai liké chacun des entre eux. Après ça, j'y ai scellé mon dernier carton, je l'ai porté en passant par la cuisine où personne n'a pris la peine de paraître honteux, et je suis sorti avec un sourire qu'ils ont pris pour de la faiblesse. Ce qu'aucun des EN avait compris, c'est que j'y avais passé des années à apprendre comment les gens se dévoilent lorsqu'ils pensent que vous n'avez aucun pouvoir. Et une fois que les gens vous montrent exactement qui ils sont en public, vous n'avez plus jamais besoin de deviner. Avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après que j'y ai pris le volant, dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment et d'où vous regardez? Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire va aller. Le plus drôle, c'est que ma famille croyait vraiment à sa propre version de l'histoire me concernant. Il l'avait répété pendant si longtemps qu'elle s'était transformée en folklore familial. Camille fait la grasse matinée, passe ses nuits devant des écrans, elle n'a pas de vrai travail, gâche sa vie en jogging, sort à peine de la maison, ne contribue à rien, mange la nourriture des autres, est trop susceptible et pense en plus mériter le respect. Ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est ce que je faisais réellement dans cette chambre aux rideaux occultants, éclairée par 3 écrans jusqu'à l'aube. Je travaillais de nuit pour une entreprise de cybersécurité spécialisée dans la santé à Lyon, gérant les réponses aux failles de sécurité pour des centres hospitaliers universitaires, CHU, à travers 3 régions. Quand un ransomware bloquait le service des urgences à 2h du matin, mon équipe était en première ligne sur l'appel de crise. Quand des dossiers de patients étaient exposés, c'était moi qui traçais les points des intrusions, documentais les historiques, guidais les administrateurs paniqués dans les étapes de confinement, et rédigeais des rapports assez précis pour tenir la route devant les tribunaux. Ça payait bien mieux que ce que quiconque dans ma famille aurait pu imaginer. Mais je gardais ma carrière secrète parce que le silence était plus facile que d'expliquer la tech à des gens qui avaient déjà décidé que j'y étais la blague de service. Mon père gérait un garage de réparation de motos en difficulté situé derrière notre maison. Ma mère alternait entre des emplois à temps partiel et de longues périodes de ressentiment. Quant à mon jeune frère, Thomas, il traitait la vie des adultes comme une mauvaise blague que quelqu'un des autres finirait par nettoyer. Des années plus tôt, lorsque ma grand-mère Jeanne est tombée malade, c'est moi qui l'emmenais à ses rendez-vous en oncologie, qui gérait ses médicaments et qui m'asseyait à côté d'elle pendant les nuits où elle était trop fière pour admettre qu'elle avait peur. Personne des autres n'avait la patience. Papa disait que les hôpitaux le mettaient mal à l'aise. Maman disait qu'elle ne supportait pas l'odeur. Thomas disait qu'il avait une vie. Grand-mère remarquait tout. Elle remarquait qui était présent, qui disparaissait, et qui n'appelait que lorsqu'il avait besoin d'argent. Après sa mort, les gens ont supposé que la paperasse légale se réglerait d'elle-même, comme ça avait toujours été le cas dans notre famille, en criant, en se croyant tout permis, et en laissant le plus bruyant rafler ce qu'ils pouvaient. Ils avaient tort. Il y avait des documents dans un coffre ignifuge portant mon nom, et des signatures que personne n'avait pris la peine de vérifier, car ils n'auraient jamais imaginé qu'un bout de papier puisse avoir plus de poids que leur grande gueule. Je suis resté dans cette maison plus longtemps que je n'aurais dû pour une seule raison, j'y avais promis à grand-mère de maintenir la stabilité jusqu'à ce que je puisse partir proprement. J'y ai donc comblé les trous, les découverts du prêt immobilier, les renouvellements des assurances, les factures des eaux et des électricités, les urgences silencieuses. Je l'ai fait sans applaudissements, sans gratitude, et finalement, sans amour. Au moment où papa a publié ce post,
j'y avais déjà signé le bail d'un loft en briques aménagé dans un ancien entrepôt industriel à 40 minutes de là, organisé mon déménagement, fait suivre mon courrier, et décidé que quoi qu'il arrive ensuite, je ne me justifierais pas face à des gens qui avaient besoin de me briser pour se sentir supérieur. Ils pensaient célébrer l'expulsion des fardeaux. En réalité, ils applaudissaient le départ de la personne qui maintenait les fondations de leur vie. Et aucun des n'a eu assez de jugeote pour se demander, que se passe-t-il dans une maison quand la poutre porteuse sur laquelle vous n'arrêtez pas de taper finit par céder? Je suis arrivé dans mon nouvel appartement juste après minuit. Il était au 3e étage. Des briques apparentes, des fenêtres en acier, un parquet qui craquait de manière honnête, pas de façon accusatrice. Ce n'était pas luxueux, mais c'était chez moi. J'y ai posé mes clés sur le comptoir, allumé la lumière de la cuisine, et je suis resté là, dans le silence, assez longtemps pour réaliser que je n'avais jamais vraiment vécu dans un endroit où le calme me faisait me sentir en sécurité. Pas de cris venant d'une autre pièce. Pas de commentaires sarcastiques lancés comme des fléchettes si je laissais une tasse dans l'évier. Pas de télévision hurlant des vidéos complotistes à plein volume. Pas de bruit de pas devant la porte de ma chambre suivi des « T'es encore là-dedans ?» J'y aurais dû pleurer de soulagement. Au lieu de cela, j'y ai rouvert Facebook. La publication de papa avait gagné en visibilité. Les voisins taguaient les cousins. Des anciens camarades de classe laissaient des commentaires et une fausse bienveillance déguisée en humour. Une femme de la paroisse a écrit « Elle amour à la dure, ça marche. » Les oisillons finissent bien par devoir quitter le nid. Une autre a ajouté « Au moins, elle est partie avant ses 40 ans. » Thomas avait créé un deuxième post depuis son propre compte, utilisant une vieille photo de moi en pyjama trop grand, portant les courses depuis la voiture. Image rare du National Geographic, la fille du sous-sol dans son habitat naturel. Des centaines de réactions. J'y ai aussi fait une capture des écrans de celle-là. Ensuite, j'y ai ouvert le dossier sécurisé sur mon ordinateur et j'y ai tout sauvegardé à 3 endroits différents. Les gens adorent appeler la cruauté une blague jusqu'à ce que les conséquences arrivent enfin. Les preuves rendent les blagues beaucoup moins drôles. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil traversait les murs nus que je n'avais pas encore décorés, j'y ai préparé du café et ouvert le tableau Excel que je tenais à jour depuis près de 4 ans. Tous les comptes du foyer liés à mon nom ou à mes identifiants y étaient répertoriés, le portail bancaire pour le prêt de la maison des Laurent, et l'assurance responsabilité civile professionnelle pour le garage de mon père, le compte de Hello, le gaz, Internet, les avis de taxes foncières, et l'échéancier que j'y avais négocié quand mon père avait pris du retard sur ses cotisations sociales, et l'assurance flotte bon marché que Thomas m'avait supplié de mettre en place quand il avait commencé à faire des livraisons pour le garage, avant d'oublier qu'elle existait, car oublier les choses était l'un de ses talents principaux. J'y ai regardé les chiffres et j'y ai senti quelque chose de plus froid que la colère s'installer en moi. Pas de la rage, pas une vengeance dramatique digne d'un film, juste des mathématiques. Je n'allais rien saboter illégalement, et je n'en avais d'ailleurs pas besoin. Tout ce que j'y avais à faire, c'était d'arrêter de sauver des adultes qui avaient construit leur identité en humiliant la personne qui les sauvait. J'y ai donc changé les mots de passe qui m'appartenaient. J'y ai retiré mon compte bancaire de tous les prélèvements automatiques. J'y ai envoyé un email au courtier en assurance pour lui signaler que je ne serais plus la personne à contacter pour les polices des assurances personnelles ou professionnelles de la famille Laurent. J'y ai notifié la banque gérant le prêt que les futurs avis devaient être envoyés aux occupants enregistrés dans le dossier. Ensuite, j'y ai pris rendez-vous avec l'avocate spécialisée en droit des successions qui s'était occupée de l'héritage de ma grand-mère. Pas parce que j'y hésitais, mais parce que j'y étais enfin prête à faire ce qui aurait dû être fait des mois plus tôt. À midi, maman avait posté une nouvelle photo. Ma chambre vide repeinte en gris foncé, un fauteuil en cuir poussé dans le coin, un mini-frigo à côté. Regardez comme cet espace est tellement mieux sans le chaos, a-t-elle écrit. Enfin la paix. En dessous, papa a commenté, la meilleure rénovation qu'on ait jamais faite. J'y ai failli rire. Rénovation. Ce mot m'a trotté dans la tête toute l'après-midi. Peut-être parce que c'était tout ce que je faisais depuis des années. Me rénover en secret, arracher les croyances pourries, recabler mon anxiété, remplacer chaque morceau fissuré de ce qu'ils appelaient ma personnalité par quelque chose de solide et de porteur. Vers 16 heures, j'y ai reçu le premier email des alertes automatiques, police des assurances RC Pro en instance de résiliation, paiement non reçu. À 16h11, un autre, prélèvement du prêt immobilier refusé. Veuillez mettre à jour votre moyen de paiement. Je me suis adossé à ma chaise et j'y ai regardé à l'écran.
Pendant des années, ces alertes m'avaient noué l'estomac parce que je savais que je devrais les régler avant que papa ne s'en aperçoive, avant que maman ne pique une crise, avant que Thomas ne jure qu'il s'en occuperait plus tard pour finalement disparaître. Cet après-midi-là, pour la première fois, je n'ai ressenti aucune urgence. Juste une question qui attendait depuis longtemps d'être posée: si votre famille ne vous valorise que lorsque vous êtes utile, que pleure-t-il exactement quand vous partez enfin? La personne ou la main des œuvres? 2 jours plus tard, j'y étais assise face à maître Élise Dubois, elle avocate que ma grand-mère respectait bien plus que la plupart de ses proches. Son bureau sentait le papier, le café et les vieux meubles en noyer, le genre de pièce où les émotions perdent toujours face aux signatures. Elle a fait glisser un épais dossier sur le bureau et a tapoté l'onglet portant mon nom. « Vous avez repoussé cela plus longtemps que nécessaire », a-t-elle dit, sans méchanceté. Je sais pourquoi, mais le délai ne change pas les termes. Elle avait raison. Grand-mère Jeanne possédait la maison en nom propre bien avant que mon père ne prétende que c'était son royaume. Quand le garage de papa a failli faire faillite 8 ans plus tôt après un mauvais prêt des expansions, grand-mère avait hypothéqué l'un de ses autres biens pour sauver l'entreprise, puis avait placé la maison familiale et le terrain du garage dans une société civile immobilière, SCI, familiale. Elle avait vu son fils gâcher des secondes chances toute sa vie d'adulte et avait décidé que les sentiments étaient une base dangereuse pour des montages juridiques. Dans les statuts de la SCI, elle m'avait nommé gérante majoritaire et décisionnaire principale le lendemain de son décès. Papa et maman avaient obtenu un droit des occupations de la maison et un accord des utilisations à tarif réduit pour le terrain du garage, mais seulement sous certaines conditions: entretenir la propriété, être à jour dans les charges et les impôts, éviter tout comportement mettant en péril le patrimoine de la SCI ou harcelant la gérante en exercice, et reconnaître par écrit que leur droit de rester là était une convention des occupations précaires, et non un titre de propriété. Ils avaient signé, chaque page, probablement sans les lire parce que lire, c'était pour les autres, et les conséquences étaient toujours le problème de demain. Après la mort de grand-mère, j'y ai continué à faire tourner la machine parce que je ne supportais pas l'idée que sa maison devienne un énième désastre des Laurent. Maître Dubois m'avait aidé à tout structurer proprement. Les provisions pour le prêt, les taxes foncières, et l'assurance, les normes de conformité du garage. Je gérais l'aspect pratique. Ma famille a pris mon silence pour de la soumission parce qu'ils n'avaient jamais vu une femme de leur propre maison comprendre ce qu'était un levier de pouvoir. Maître Dubois a tourné son écran vers moi et m'a montré la clause de révocation que j'y avais évité d'invoquer: le harcèlement public, la diffamation ou l'humiliation ciblée de la gérante par un bénéficiaire occupant constitue une ingérence hostile et peut déclencher un examen immédiat, la résiliation de l'occupation et l'accélération des procédures d'expulsion. Le poste de mon père n'avait pas seulement été cruel. Il avait été imprudent. Me nommer publiquement, me dépeindre comme instable et dépendante, inviter au ridicule, et créer un schéma documenté de harcèlement lié directement à la gérante légale de la propriété. Maître Dubois n'a même pas eu besoin de chercher loin. Les captures des écrans suffisent, a-t-elle dit. Combinées aux avis de non-paiement et à l'historique, nous pouvons émettre une résiliation formelle et commencer la procédure d'expulsion de la maison et de cessation des activités sur le terrain commercial. J'y ai besoin de votre accord. Je me souviens avoir regardé mon propre reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur pendant une seconde avant de répondre. J'y étais là, 30 ans, les cheveux attachés en arrière, sans maquillage, toujours dans le simple pull noir que je portais lors de mes astreintes nocturnes, ressemblant moins à une victime que quiconque me connaissant aurait pu le croire. Faites-le, ai-je dit. Maître Dubois a hoché la tête une fois, comme si j'y avais enfin parlé une langue en laquelle elle avait confiance. Elle a rédigé les mises en demeure l'après-midi même, 30 jours pour libérer la maison, suspension immédiate de l'accord des utilisations du terrain pour le garage à moins de fournir une preuve des assurances, une conformité financière et les garanties pour un bail commercial classique indépendant. Traduction: mon père ne pouvait plus se la couler douce grâce à la pitié de grand-mère tout en insultant la personne qui l'administrait. Nous avons également préparé une mise en demeure distincte concernant le harcèlement en ligne, exigeant le retrait des publications diffamatoires, la conservation des preuves, et l'interdiction de tout contact direct en dehors des avocats pour les questions concernant la SCI. Maître Dubois m'a demandé si je voulais laisser une porte ouverte pour une médiation familiale. Je lui ai dit non, pas encore. Peut-être même jamais. Elle n'a pas insisté. Le soir même, les courriers recommandés étaient prêts à partir, le commissaire de justice était missionné, et mon téléphone avait commencé à vibrer avec ce genre d'énergie que les familles prennent pour de l'amour quand elles sentent que l'argent et le confort leur échappent. Ça a commencé par tante Chantal, qui avait été curieusement absente pendant que le poste de papa récoltait des rires.
Elle a laissé un message vocal avec ce ton mielleux que certains parents utilisent quand ils veulent que vous vous écrasiez sous couvert des inquiétudes. Ma chérie, rappelle-moi. Ton père est bouleversé et ta mère ne comprend pas. Je suis sûr que tout ça n'est qu'un malentendu. Un malentendu. J'y ai repassé cette phrase 2 fois et je l'ai presque admirée. Il y a un vrai talent à regarder une humiliation publique se dérouler, à ne rien dire, puis à décrire plus tard les conséquences comme une simple incompréhension. Je n'ai pas rappelé. 1 heure plus tard, Thomas m'a envoyé un texto. T'as fait quoi là? Papa dit qu'une lettre des avocats est arrivée. Si c'est une blague, arrête tes conneries. 5 minutes après, réponds-moi alors. Tu peux pas nous virer de notre propre maison. Ce message est resté sur mon écran plus longtemps que les autres. Leur propre maison. Ils y avaient cru si profondément. La publication, les moqueries, cette certitude arrogante. Rien de tout cela ne se serait produit s'ils avaient un jour envisagé la possibilité que je n'étais pas impuissante. C'est ça, le problème avec le mépris. Ça rend les gens négligents. Ça leur apprend à supposer que la personne qu'ils utilisent n'a pas de vie privée, pas de documents officiels, pas de porte de sortie, pas de plan. Mais le mépris a une très mauvaise vue. Il ne voit pas ce qui arrive jusqu'à ce que les phares soient déjà dans l'allée. Le commissaire de justice s'est présenté à la maison un jeudi à 10h17. Je connais l'heure exacte parce que le cabinet de Maître Dubois m'a envoyé la confirmation et parce que à 10h19, mon téléphone s'est allumé comme une alarme incendie. Papa a appelé en premier, puis maman, puis Thomas, puis tante Chantal, puis encore papa, puis maman 3 fois de suite, suivi d'un texto qui disait simplement « Camille, décroche tout de suite ». J'y ai laissé les appels sonner dans le vide pendant que je participais à une réunion de confinement de crise pour un hôpital rural dont le système de prise de rendez-vous venait d'être infecté par un malware. Il y avait quelque chose de presque poétique à instruire calmement un directeur informatique paniqué pour isoler les points des accès compromis, pendant que ma propre famille était enfin forcée de comprendre ce qui se passe quand un système continue de maltraiter sa principale sauvegarde. À 11h03, Thomas a laissé un message vocal tellement rempli de rage qu'il paraissait plus jeune qu'à 15 ans. Espèce de taré. Papa dit que cette lettre prouve que la maison n'est pas à nous. T'as raconté quoi aux gens? Maman pleure. Appelle-moi avant que je débarque chez toi. J'y ai sauvegardé celui-là aussi. À 11h22, maman a changé de stratégie. Son texto est arrivé par fragments, comme le désespoir essayant différents masques. Nous ne savions pas puis ton père plaisantait puis comment as-tu pu faire ça à ta famille? J'y ai regardé l'écran et j'y ai pensé à toutes les fois où ces mêmes personnes m'avaient dit que j'y étais trop émotive, trop théâtrale, trop fragile, trop sensible pour survivre dans le monde réel. C'est drôle comme mes sentiments sont soudainement devenus valides à la minute où ils ont percuté une limite de propriété immobilière. Le premier message vocal de papa est arrivé à 11h40. Il avait l'air moins furieux que sidéré, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose encore plus tranchante. Camille, rappelle-moi. Une certaine Élise Dubois affirme que la SCI possède la maison et le terrain du garage. Ça ne peut pas être vrai. Ta grand-mère ne m'aurait jamais déshérité. Il y a une erreur. Il n'y avait aucune erreur. Grand-mère ne l'avait pas déshérité. Elle l'avait simplement cerné avec précision. Elle lui avait donné chance sur chance, puis avait construit des garde-fous autour des dégâts qu'il aimait appeler de la malchance. À midi, tante Chantal a appelé un autre numéro, et cette fois, j'y ai décroché. Elle a commencé par un soupir assez lourd pour mériter un Oscar. Ma chérie, tout le monde est bouleversé. Ta mère est hors d'elle. Ton père se sent trahi. J'y ai regardé les toits de la ville par la fenêtre de mon appartement et j'y ai posé la seule question qui m'importait, s'est-il senti trahi quand il a publié des choses sur moi devant des milliers de personnes? Elle a hésité juste assez longtemps pour se dévoiler. Eh bien, ce n'était pas très gentil, a-t-elle dit. Mais la famille dit parfois des choses. Cette procédure légale semble extrême. La famille dit des choses. On y revenait. Le passe-droit familial pour la cruauté. L'immunité sacrée qui transforme l'humiliation en un trait de caractère et le respect des limites en une attaque personnelle. Non, ai-je répondu, ce qui est extrême, c'est de vous regarder tous rire pendant qu'on m'humiliait publiquement dans une maison que je maintenais légalement à flot. Elle n'a rien dit pendant une seconde. Puis est venue la carte de la culpabilité. Ta mère ne va pas bien. La tension de Marc crève le plafond. Thomas dit que le garage va devoir fermer si ce problème immobilier n'est pas réglé très vite. Réglé?
Comme si j'y avais cassé quelque chose qui fonctionnait au lieu de me retirer d'une machine qui carburait à mon silence. Alors ils auraient dû y penser avant d'inviter tout Internet à me cracher dessus, ai-je dit, et j'y ai raccroché. Cet après-midi-là, Maître Dubois a envoyé les copies des actes signifiés avec ses notes. Le garage de papa avait un autre problème maintenant. Comme je n'étais plus la personne de contact et que l'assurance RC Pro avait officiellement expiré, il ne pouvait plus opérer légalement sur la propriété dans le cadre de l'accord des utilisations réduits de la SCI. S'il voulait sauver son entreprise, il lui fallait une preuve des assurances indépendantes, des permis à jour et assez d'argent pour signer un vrai bail commercial au prix du marché ailleurs. Il n'avait rien de tout cela car, pendant des années, j'y avais discrètement empêché de petites négligences de se transformer en un désastre public. Vers 16 heures, la nouvelle avait commencé à circuler dans notre ville de la manière dont elle le fait toujours, par des appels téléphoniques à moitié chuchotés, chez le coiffeur, dans la file du supermarché, sur le parking de l'église. Les clients du garage avaient remarqué que les portes métalliques restaient fermées plus longtemps que d'habitude. Le post Facebook de papa était toujours en ligne, mais les commentaires avaient pris une tournure étrange. Quelques personnes en avaient entendu assez pour commencer à se demander pourquoi une fille soi-disant inutile semblait liée à des documents notariés, des avis des expulsions et une avocate. Une femme a écrit, peut-être qu'il ne faut pas se moquer des gens en ligne quand on ne sait pas à qui appartient vraiment la maison. Papa a supprimé ce commentaire. Puis une autre publication entière a disparu. Trop tard. Les captures des écrans sont éternelles et Internet n'est drôle que jusqu'à ce qu'il commence à ressortir les dossiers. À l'heure du dîner, j'y avais 26 appels en absence et plus de 40 messages. Certains suppliaient, des autres accusaient, des autres encore essayaient de me forcer à reprendre mon ancien rôle. Thomas passait des insultes à la panique. Maman n'arrêtait pas d'affirmer qu'elle ne l'avait jamais pensé de cette façon. Papa a arrêté de faire semblant d'être confus et a commencé à exiger que nous réglions ça en privé, ce qui est une phrase que les personnes toxiques utilisent quand les conséquences publiques commencent soudainement à leur paraître injustes. J'y ai commandé un pad thaï, j'y ai mangé sur mon canapé en jogging, et j'y ai écouté les messages vocaux s'empiler, laissés par ces mêmes personnes qui n'avaient jamais cru que ma vie contenait quoi que ce soit digne de respect. À 21h14, maman a laissé le message qui m'a enfin fait rire, non pas parce qu'il était drôle, mais parce qu'il révélait tout. Elle pleurait tellement qu'elle en bafouillait. Camille, s'il te plaît. On ne peut pas perdre la maison. Ton père dit que le garage est fini si on perd ce terrain. Thomas dit qu'il ne pourra plus payer le crédit de sa voiture si le garage ferme. Tu sais qu'on a besoin de toi. S'il te plaît, arrête ça. Tu sais qu'on a besoin de toi. Pas nous sommes désolés. Pas nous avons été cruels. Pas tu ne méritais pas ça. Besoin. C'était le premier mot honnête qu'aucun des avait utilisé. J'y ai accepté une seule entrevue, et uniquement parce que Maître Dubois insistait sur le fait que cela renforcerait le dossier si j'y offrais une dernière chance formelle de discussion en présence d'un avocat. Nous nous sommes retrouvés le lundi suivant dans sa salle de conférence, pas à la maison. Je refusais de remettre les pieds dans cet endroit en tant que fille censée absorber les émotions et nettoyer les dégâts. S'il voulait avoir accès à moi maintenant, il devait s'asseoir sous des néons fluorescents et faire face à la version de moi qu'ils avaient passé des années à prétendre ignorante. Papa est arrivé en premier, plus en colère que digne, portant la même veste en cuir qu'il utilisait chaque fois qu'il avait besoin de se sentir plus grand que les circonstances. Maman est entrée derrière lui avec les yeux rougis et un mouchoir serré dans une main. Thomas est entré en traînant des pieds en dernier, la mâchoire crispée, portant toujours ce genre des hostilités que les hommes affichent quand la peur les fait se sentir infantiles. Tante Chantal est venue aussi, parce qu'il y a toujours un parent qui pense que chaque effondrement familial nécessite un public et un médiateur que personne n'a demandé. Maître Dubois était déjà assise quand je suis entré. J'y ai pris la chaise en face des j'y ai posé un dossier noir sur la table, et j'y ai observé les 4 visages changer en même temps, surprise, puis inconfort, puis la réalisation soudaine que je n'étais pas là pour qu'on me coupe la parole. Papa a commencé avant que quiconque ne l'y invite. Ça a assez duré. Quels que soient les jeux juridiques auxquels toi et Élise Dubois jouaient, il s'arrête aujourd'hui. Tu as fait honte à cette famille. J'y ai presque admiré son audace. Tu aimes à jeter en pâture publiquement pour le sport, ai-je répondu. Tu as invité les gens à se moquer de moi. Tu as affiché ma vie, ma chambre, ma vie d'adulte, et tu as appelé ça une célébration. Elle n'utilise pas le mot honte comme si tu ne savais pas d'où elle vient. Maman a explosé à ce moment-là, la voix tremblante, on était juste contrariés. Tu es parti,
C'est tout. Non, ai-je dit, en glissant la première feuille de mon dossier vers eux. Je suis parti après des années à être utilisé et insulté dans la maison que je maintenais financièrement à flot pour vous. La première page était une impression du post Facebook de papa. La deuxième était le montage avant-après de maman avec sa légende sur Enfin la paix. La troisième était l'avertissement de Thomas sur l'avenir de ceux qui sortiraient avec moi. Puis venaient les commentaires. J'y avais surligné les pires phrases. Je les ai lues à haute voix une par une, sans théâtralité, juste clairement. L'atmosphère de la pièce changeait à chaque phrase. La cruauté sonne différemment quand on la sort d'un écran et qu'on oblige les gens à l'entendre de vive voix dans un environnement sérieux. Tante Chantal a essayé de m'interrompre. Maître Dubois a levé une main et elle a fait taire sans un mot. Ensuite, j'y ai étalé les relevés de paiement, les découverts du prêt que j'y avais couvert, les renouvellements des assurances que j'y avais gérés, les avis des impositions que j'y avais réglés, les arriérés de factures des énergies que j'y avais payées, les rappels administratifs pour le garage, le tableau récapitulatif. 4 années de travail silencieux traduites en colonnes et en dates. Papa regardait les pages comme si elles étaient écrites dans une langue qu'il avait toujours moquée et dont il avait soudainement besoin. Thomas est devenu pâle. Maman n'arrêtait pas de chuchoter, je ne savais pas. Je ne savais pas. Comme si l'ignorance était une ligne de défense au lieu d'une confession. Finalement, Maître Dubois a pris la parole. Sa voix était calme, de la même manière que les chirurgiens doivent l'être quand ils expliquent la prochaine étape de l'opération. Elle a résumé les statuts de la SCI, la convention des occupations précaires, les conditions de révocation, la clause de harcèlement, la résiliation de l'assurance, les options des expulsions de la propriété et le délai pour quitter les lieux si aucun accord de départ n'était trouvé. Papa a d'abord essayé de faire de l'esbrouf. Ma mère ne ferait jamais une chose pareille. Maître Dubois a fait glisser un avenant notarié à travers la table, portant la signature soignée de grand-mère Jeanne. Elle l'a fait, a-t-elle dit, précisément parce qu'elle avait anticipé ce genre de comportement. Il s'est affaissé sur sa chaise, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu sans son bouclier de grande gueule. Juste un homme qui avait confondu la dépendance avec l'autorité. Thomas m'a regardé avec quelque chose de plus laid que la colère, de l'humiliation. Et alors ? Tu te croyais secrètement meilleur que nous pendant tout ce temps ? Cette question m'a tout dit. Dans son esprit, la compétence était de l'arrogance si elle venait de moi. Non, ai-je répondu. J'y empêchais secrètement votre vie de s'effondrer pendant que vous me traitiez tous de bonne à rien. Maman s'est accrochée à la boîte de mouchoirs comme à une bouée de sauvetage. Camille, on a dit des choses stupides. Les familles se disputent. Tu ne peux pas nous détruire pour une publication sur Facebook. Je ne vous détruis pas pour une publication sur Facebook, ai-je dit. Je refuse de continuer à sauver des gens qui me dégradent publiquement. Il y a eu un long silence après ça. Pas un silence vide, mais un silence structurel, le genre qui s'installe quand la vérité pèse enfin plus lourd que la comédie. La voix de papa, lorsqu'elle a résonné à nouveau, était plus basse. Que est-ce que tu veux? Pas comment on répare ça? Pas que est-ce qu'on t'a fait? Juste le bilan purement transactionnel. Je m'y attendais. Je veux de la distance, ai-je dit. Je veux que la propriété soit libérée à la date prévue. Je ne veux plus aucun contact direct en dehors de ce que l'avocate autorise. Je veux que chaque publication copiée, chaque commentaire et chaque partage soient supprimés. Non pas parce que les effacer change quoi que ce soit, mais parce que vous n'avez plus le droit d'utiliser mon humiliation comme divertissement. Je veux que vous compreniez que j'y ai fini de financer votre manque de respect. Maman a commencé à sangloter pour de bon, les épaules secouées par les pleurs. Les yeux de papa se sont embués, bien que je n'ai pas pu dire si c'était de honte, de rage ou de pure panique. Thomas a juré dans sa barbe et a détourné le regard. Tante Chantal a finalement pris la parole, d'une voix douce et blessée. Comme le font les gens quand ils réalisent que le centre moral de l'histoire n'est pas là où ils le voulaient. Camille, vas-tu vraiment laisser les choses se terminer ainsi? Je l'ai regardé et j'y ai pensé à chaque dîner de famille où j'y étais le dindon de la farce. À chaque fois que mes horaires de travail étaient moqués, à chaque fois que ma chambre était traitée comme la preuve de mon échec au lieu d'un centre de commandement construit autour d'un travail qu'aucun d'eux ne respectait parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Non, ai-je répondu. Ceci n'est pas la fin. C'est le moment où vous allez enfin devoir vivre dans la réalité que vous avez vous-même créée. Puis je me suis levé,
j'y ai sorti une seule clé de maison de mon portefeuille ou le double que j'y avais gardé parce qu'une part de moi croyait autrefois que la responsabilité était une forme des amours et je l'ai posée sur la table de conférence devant mon père. Grand-mère m'a donné cette maison à protéger, ai-je dit. Je l'ai fait. Juste pas de la manière dont vous l'espériez. Je suis parti avant qu'aucun des eux ne puisse transformer ses larmes en négociations. Dans le couloir à l'extérieur, mes mains tremblaient tellement que j'y ai dû m'appuyer contre le mur pendant une seconde. Pas parce que je le regrettais, mais parce que certaines victoires font mal au moment de partir. Les gens adorent dire que les liens du sang sont sacrés, mais personne ne parle assez de la façon dont la culpabilité devient écrasante quand une famille passe des années à vous la faire peser sur les épaules. Est-ce éloigner des inconnus est facile. Est-ce éloigner des gens qui vous ont appris que votre douleur était un signe de déloyauté demande du muscle. J'y avais ce muscle maintenant. Il n'avait simplement pas remarqué que je le construisais. Les appels ont continué pendant 3 jours de plus, puis ont ralenti, puis ont changé de nature. Papa est passé des exigences aux négociations. Maman est passée des pleurs à la nostalgie, m'envoyant par texto des anciennes photos et des recettes comme si la nostalgie pouvait faire office de serrurier. Thomas est resté silencieux après un dernier message me traitant de monstre sans cœur, puis a refait surface via un cousin pour demander si je pourrais au moins les aider à trouver un autre logement. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Maître Dubois a géré la communication immobilière. Les publications ont disparu, mais pas avant qu'assez de captures des écrans ne circulent pour que les gens de la ville révisent discrètement leurs opinions. Je n'ai pas fait de déballage public. Je n'ai pas publié de longs textes triomphants. Je n'en avais pas besoin. La vérité était déjà entrée dans la pièce, habillée de dates, de signatures et de conséquences. 30 jours plus tard, la maison était vide. Le terrain du garage est revenu entièrement sous la gestion de la SCI, et j'y ai choisi de ne renouveler aucun accord des utilisations pour la famille Laurent. J'y ai vendu une parcelle adjacente inutilisée que grand-mère avait incluse dans la SCI et j'y ai utilisé une partie des bénéfices pour créer un petit fonds des urgences pour la formation au métier de la tech à l'IUT locale, en son nom, pour les étudiants adultes qui reconstruisent leur vie, en particulier les femmes qui changent de carrière plus tard que ce que les autres estiment acceptable. Ça ressemblait beaucoup plus à la justice que les cris ne pourraient jamais l'être. La maison familiale en elle-même, je l'ai gardée un certain temps, non pas comme un foyer où retourner, mais comme la preuve que la survie ressemble parfois à de la paperasse juridique, à des limites posées, et au courage des arrêtés de traduire la cruauté en amour. Je l'ai traversée une fois après leur départ. Mon ancienne chambre, la précieuse pièce pour adultes de papa, sentait encore vaguement la peinture fraîche et l'élégance. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, j'y ai regardé le fauteuil en cuir qu'ils avaient traîné là pour célébrer mon absence, et je n'ai rien ressenti qui ressemble à une perte. Juste de la clarté. Certaines personnes pensent que la vengeance consiste à crier plus fort. Parfois, il s'agit simplement de laisser les gens expérimenter la vie sans avoir accès à la personne qu'ils ont sous-estimée. Mon père a laissé tout le monde se moquer de moi en ligne parce qu'il croyait que l'humiliation publique me figerait dans le rôle dont il avait besoin, la fille dépendante, la blague de la famille, celle qui encaissait le manque de respect et qui gardait les lumières allumées. Quoi qu'il en soit, 2 semaines plus tard, quand les appels ont commencé à pleuvoir, il a appris la différence entre quelqu'un de faible et quelqu'un qui a été patient. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Il y a une leçon dans cette histoire, ce n'est pas que l'argent gagne ou que la paperasse compte plus que la famille. C'est que le respect n'est pas optionnel juste parce que la cible partage votre nom de famille. Si les personnes les plus proches de vous ne se sentent à l'aise que lorsque vous êtes rabaissé, alors votre évolution leur apparaîtra toujours comme une trahison. Laissez-les penser ça. Vous ne devez à personne un accès à vie à votre personne en échange d'un lien de parenté. Vous n'avez pas à passer des auditions pour obtenir la décence de base au sein de votre propre lignée. Et parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est d'arrêter de sauver les personnes qui ont construit leur estime de soi sur votre silence. J'y avais l'habitude de penser que partir ferait de moi la méchante de l'histoire familiale. Peut-être que c'est le cas. Mais je préfère être la méchante dans leur version des faits plutôt que de disparaître dans la mienne.